La République populaire de Chine est le seul pays qui rivalise avec les États-Unis pour la première place au concert des nations. Mais que ce soit sur le plan économique ou militaire, les USA ont encore une grosse longueur d'avance. N'empêche qu'au cours des dernières décennies, la Chine a connu une croissance fulgurante, surtout grâce à son statut d'usine du monde. Mais la Chine ne veut pas se contenter d'être une puissance économique. Elle veut aussi devenir une puissance géopolitique. Qu'on parle de l'Ukraine, de l'Iran, de la Russie, du Venezuela, du Brésil, de l'Antarctique ou du Pacifique Sud, la Chine fait les gros titres. Et le dénominateur commun, c'est son expansionnisme et sa quête d'influence. Elle veut exporter son modèle politique et économique à l'ensemble de la planète, bien plus efficacement que sous l'ère Mao. Pour atteindre cet objectif, le Parti communiste chinois a conçu plusieurs plans d'attaque. Mais ils reprennent tous le même angle, investir, investir et encore investir dans toutes sortes d'infrastructures. Mais on vous apprend rien, ça fait longtemps qu'on vous en parle. En revanche, aujourd'hui, il y a du nouveau dans l'air. Et ça s'explique en 3 mots. Le ralentissement de l'économie chinoise. En fait, le risque d'éclatement de la bulle immobilière chinoise est toujours plus élevé et les sociétés étrangères désinvestissent la Chine au profit de ses rivaux régionaux. En gros, la croissance chinoise s'essouffle. Bien sûr qu'on verra quand même quelques évolutions positives dans les prochains mois grâce à la réouverture du pays et à l'abandon de la politique zéro Covid. Réouverture pour laquelle on n'a toujours pas de chiffres exacts sur le nombre de victimes. Mais bon, passons. Et l'un des symptômes, sinon l'une des causes de cette fragilisation de l'économie chinoise, c'est la limite de la politique d'investissement de la Chine à l'étranger. La nouvelle route de la soie, ça vous parle? On appelle ça Idai Ilu, une ceinture, une route ou Belt and Road Initiative, BRI en anglais. C'est l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire. C'est surtout l'un des plus gros paris de Xi Jinping qui lui a donné ce nom en 2013 dès son accession au pouvoir. Bon, maintenant qu'on a passé la barre des 10 ans, c'est quoi le bilan? Pourquoi est-ce que la Chine dépense des dizaines de milliards d'euros pour renflouer des États surendettés? Et puis, est-ce que la nouvelle route de la soie est un succès ou un échec? On va tout expliquer. Allez, un très bref résumé de ce que c'est la nouvelle route de la soie. Ça fait 10 ans que Beijing investit des dizaines, sinon des centaines de milliards d'euros dans la construction de toutes sortes d'infrastructures. Ports, routes, aéroports, stades et ponts partout dans le monde. L'objectif, devenir la première puissance mondiale grâce à son réseau d'influence. On te parle de projets véritablement pharaoniques. Tiens, regarde ces deux-là. Le Pakistan approuve une modernisation ferroviaire de 6,8 milliards de dollars. Le projet fait partie d'un accord de plusieurs milliards de dollars sur le corridor économique Chine-Pakistan, CPEC. La Chine a prévu d'allouer 60 milliards de dollars à des projets d'infrastructure au Pakistan. La Chine envisage un train à grande vitesse de 7000 km pour relier Beijing à Moscou. Et tout ça s'explique par l'obsession de Xi Jinping de restituer à la Chine sa grandeur passée, son statut de puissance impériale. Ça remonte à loin en plus. Déjà, qu'entre l'an 130 avant Jésus-Christ et 1450, la route de la soie était devenue l'une des principales routes commerciales au monde. Ce sont les flux de marchandises vers et depuis la Chine qui conditionnaient les guerres et les alliances d'antan. Cette route que Marco Polo avait parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre en Extrême-Orient. La route de la soie a stimulé la diplomatie, répandu les religions et contribué à l'expansion de l'Empire romain, des Byzantins, de la Perse sassanide, de l'Empire Kushan et de la dynastie chinoise des Tang. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Au début du XVe siècle, l'Empire ottoman se ferme au commerce avec l'Occident, coupant par la même occasion les artères commerciales de la route de la soie. Ces circonstances ont forcé les puissances européennes émergentes à la recherche de routes alternatives pour atteindre l'Asie. Si Christophe Colomb est tombé sur les Amériques, c'est parce qu'il était justement en quête d'un passage vers les Indes. Mais du coup, quand l'Europe a découvert, entre gros guillemets, l'Amérique, ça a complètement reconfiguré l'équilibre des puissances et l'importance de la route commerciale vers l'Extrême-Orient en a beaucoup souffert. Mais en 2013, Xi Jinping a rebaptisé la politique commerciale avec l'extérieur de son prédécesseur Hu Jintao en lui conférant un nom qui fait directement référence à l'ère impériale. Quelle est la finalité de cette initiative commerciale et comment a-t-elle été mise en œuvre? Allez, chapitre 1, contexte politique. De la discrétion au gigantisme. La nouvelle route de la soie, c'est le fer de lance du nouvel expansionnisme chinois. Mais son origine n'a rien à voir avec cet objectif. Quand le projet est né, il était très encadré et ne concernait que la promotion du commerce interasiatique.
7 septembre 2013, la Chine propose la reprise de la route de la soie lors d'une visite en Asie centrale. Afin de renforcer les liens économiques et la coopération et d'élargir l'espace de développement des pays eurasiens, nous pouvons appliquer un nouveau modèle en créant le corridor économique de la route de la soie. Xi Jinping. La première fois que le dirigeant chinois a publiquement mentionné ce plan, c'était en pleine conférence commerciale avec le Kazakhstan et l'Indonésie. C'est pour cette raison que le plan est né avec deux composantes, la nouvelle ceinture terrestre et la route maritime qu'on appelle aussi le collier de perles. Au départ, le projet s'est limité à des initiatives très spécifiques pour promouvoir le commerce et le commerce uniquement. Après, Xi Jinping n'a pas non plus eu la primeur sur cette idée. Il a en réalité remis au goût du jour le modèle commercial tourné vers l'étranger de ses prédécesseurs. En tout cas, l'intérêt que l'initiative a immédiatement suscité dans plein d'autres pays a fait prendre conscience à Beijing de l'énorme potentiel de la nouvelle route de la soie. Facile à réaliser, a priori, elle permettrait de mobiliser les entreprises chinoises et d'accroître les flux commerciaux. En face, les pays partenaires de l'initiative y voyaient une opportunité d'obtenir des financements et des aides au développement sans contrepartie spécifique, donc forcément tapis rouge. Le point de bascule, il arrive en 2017 quand Xi Jinping décide d'élargir la BRI à l'ensemble de la planète. Il ouvre alors 6 corridors économiques majeurs et la décrit comme le projet du siècle. Depuis, les projets se sont multipliés. On construit avant tout des infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications, même si des hôpitaux, des centres éducatifs et d'autres projets à caractère plus social sont aussi envisagés. Dans tous les cas, la Chine finance les travaux en échange de construction par des entreprises chinoises en règle générale et parfois aussi en échange de la gestion des entreprises chinoises. De plus, on s'attend à ce que les pays d'accueil soient plus réceptifs à la politique étrangère du géant asiatique. Par exemple, en ce qui concerne l'affrontement avec Taïwan ou avec les États-Unis. Allez, un exemple, l'énergie. La Chine s'est vraiment focalisée sur cet aspect en particulier, et notamment sur les énergies non conventionnelles. Elle finance pas moins de 44 projets de construction de centrales à charbon. Donc déjà, il y a quand même des contradictions avec son discours pro-environnement. Ensuite, ils construisent aussi des dizaines de milliers de kilomètres de routes bitumées et de voies ferrées. Donc justement, quels sont les pays qui en bénéficient? Et surtout, quelle est la contrepartie? On regarde ça tout de suite. Les ennemis de mes ennemis sont mes partenaires commerciaux. Un des éléments clés pour comprendre l'attractivité de la nouvelle route de la soie, c'est que la moitié des pays qui participent à cette initiative sont des pays à faible revenu. Par exemple, on compte pas moins de 43 États d'Afrique subsaharienne membres de la BRI. C'est justement la raison de leur adhésion. Comme beaucoup d'entre eux sont des États plus ou moins faillis, avec de sérieux problèmes de dette, de gouvernance démocratique et de corruption, les bailleurs de fonds internationaux comme le FMI ou la Banque mondiale sont très réticents à leur prêter encore plus d'argent. Du coup, en quête de capitaux, les régimes subsahariens sont prêts à s'allier à la Chine qui est beaucoup moins regardante sur les questions de démocratie, de respect des droits de l'homme et de soutenabilité de la dette. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du sugar daddy ou encore le consensus de Beijing par opposition au consensus de Washington. En retour, Beijing exige une certaine loyauté politique, si on peut dire ça comme ça. Et au passage, ça sert aussi ses intérêts économiques quand le pays n'arrive pas à faire face à ses obligations de remboursement. Mais on en reparlera après. Alors, de quelle loyauté on parle ? 2020, crise de Hong Kong suite à la promulgation de la loi sur la sécurité nationale. Sur les 53 pays qui ont signé la déclaration de soutien à la Chine au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, 25 étaient africains. 3 autres puissances régionales se sont abstenues de la condamner, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Mais une autre critique qui a souvent été adressée à Beijing, c'est celle du piège de la dette qu'on a évoqué tout à l'heure. En gros, la Chine prête à des États alors qu'elle sait pertinemment qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser leurs emprunts et ensuite elle s'approprie des infrastructures critiques en guise de dédommagement. Le cas le plus emblématique, c'est celui du port de Hambantota au Sri Lanka. Une fois que la Chine et le Sri Lanka auront renégocié la dette bilatérale, le FMI pourra recommencer à lui prêter de l'argent. Ça donne à Beijing un énorme levier de pression. Bref, voilà à quoi ressemble aujourd'hui la nouvelle route de la soie. Elle pèse déjà plus d'un tiers du PIB mondial. Et ouais, même l'Europe y a cédé. C'est pas faute d'avoir été source de tensions entre la privatisation du port grec du Pirée et du port italien de Trieste, sous la pression du FMI et de la Banque Centrale Européenne et l'adhésion formelle de l'Italie, la joute diplomatique avec la Lituanie et la chute du Monténégro dans le piège de la dette chinoise. Bref, ça se passait globalement bien, à part quelques exceptions.
La nouvelle route de la soie prend l'eau. Deux des pays phares pour ce grand projet d'infrastructure lancé par Pékin en 2013 se rebiffent. La Malaisie a annulé plusieurs chantiers et le Pakistan va revoir les conditions d'un gigantesque corridor économique confié à des entreprises chinoises. Mais bon, sur 140 pays membres, c'est pas anecdotique, mais c'est pas non plus une règle générale. N'empêche que ces 140 pays, ils ont développé un certain lien de dépendance avec la Chine. Et un élément curieux, si on peut appeler ça ainsi, c'est que d'après le classement des libertés politiques et civiles de la Freedom House, un think tank de Washington, les pays les moins bien classés sont justement les plus susceptibles de signer un partenariat avec la Chine. Près des 2/3 de tous les membres de la BRI chinoise ont des notes très basses. En gros, Beijing veut assembler un bloc de pays qui partagent le même modèle politique et sociétal. Des pays sous-développés, des régimes non démocratiques où les libertés civiles sont très limitées. Évidemment que plein de pays répondent à ces critères et se sont empressés d'adhérer à cette initiative. Actuellement, il y a 57 États dans le monde qui sont considérés comme autoritaires. En gros, ça veut dire que les libertés civiles n'y sont pas garanties et que la liberté de presse y est très restreinte, voire carrément inexistante. Et de ces 57 pays, 52 sont membres de la nouvelle route de la soie. Logique en même temps, plus un pays est autoritaire, plus il est simple de gagner sa loyauté inconditionnelle. Suffit d'arroser les élites dirigeantes et de leur donner les outils pour verrouiller le pouvoir. C'est pour ça par exemple que la Chine équipe des pays comme le Venezuela de systèmes de surveillance perfectionnés pour maintenir le contrôle sur la population, comme le carnet de la patrie produit par la société Zhongxin, connue en Occident comme ZTE. Bref, c'est comme ça que ça marche, la diplomatie chinoise du sugar daddy. Maintenant, ça se complique. Je vous préviens, ça va devenir très technique. Les premiers Dodan. Aujourd'hui, presque tous les pays en voie de développement ont des liens très étroits avec Beijing. Le problème, c'est leur santé financière, ou plutôt la transparence de leurs comptes. Et le retour de bâton risque d'être brutal pour la Chine. Son objectif de croissance à tout prix l'a poussée dans ses moindres retranchements. Elle a eu les yeux plus gros que le ventre et elle s'est mise elle-même en situation de risque financier en dispersant ses ressources à droite à gauche sans véritable contrôle de comment et à qui elle prête. L'économie chinoise commence à ralentir sérieusement. Ça, on vous l'avait déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Et ça concerne évidemment aussi son projet de nouvelle route de la soie. La relance économique en Chine pourrait aggraver les distorsions. Les mesures de relance des infrastructures pourraient accroître la croissance sur l'horizon projeté, mais pourraient conduire à une accumulation supplémentaire de déséquilibres financiers et à une mauvaise allocation du capital, et donc à une croissance plus faible à moyen terme. Étude de l'OCDE sur l'économie chinoise. C'est à partir de 2016 que les autorités chinoises se sont rendues compte du piège et qu'elles ont commencé à tout mettre en œuvre pour réduire le surendettement des entreprises publiques, notamment. Mais ça n'a pas marché et l'horizon s'est obscurci pour l'économie chinoise. En novembre 2020, une série de défaillances d'entreprises publiques de premier plan ont envoyé une onde de choc dans le système financier international via le marché chinois des obligations d'entreprise. En février 2021, la Banque populaire de Chine a retiré des liquidités interbancaires, ce qui a provoqué une importante hausse des taux d'intérêt. Alors, on en parle assez peu, mais en réalité, les gouvernements provinciaux et municipaux chinois, ainsi que les entreprises d'État, sont complètement dépendants de la dette intérieure comme extérieure. Le volume de la dette de l'économie chinoise est énorme, donc elle a beau avoir un secteur privé très compétitif et un écosystème très favorable au libre marché, les finances de l'État sont dans une situation vraiment très délicate. Parce que même si l'État parvient à camoufler les données sensibles en publiant des statistiques officielles épurées, c'est dans le bilan financier des entreprises publiques qu'on peut trouver des éléments incriminants. La situation inquiète au plus haut point, parce que si la Chine entre en crise, on tombe avec. Le truc, c'est que l'État chinois ne peut pas continuer de se financer par la dette. Il ne peut pas continuer de dépenser toujours plus pour stimuler artificiellement sa croissance. Il doit réévaluer ses objectifs annuels de croissance, ceux-là même qui définissent l'action des autorités chinoises en matière de finances publiques. En plus, depuis 2018, les obligations d'entreprise font de plus en plus défaut. On est carrément sur une tendance exponentielle. Le principal problème d'une augmentation rapide de l'endettement des entreprises, même si ce sont des entreprises publiques qui empruntent, c'est de souscrire à d'importantes quantités de nouveaux crédits pour rembourser les dettes anciennes, de sorte que chaque yuan de nouveaux crédits ne génère plus la même activité économique comme par le passé. Grasping Shadows, The Politics of China's Deleting Campaign, Rhodium Group, avril 2023. Le problème est si grave que juste pour vous donner une idée de sa magnitude, les intérêts sur la dette que la Chine a
a émise dépasse largement la croissance économique du pays. Et pour rien arranger, comme le poids de la dette augmente encore, l'économie ralentit tout autant, ce qui a pour effet d'accentuer encore plus le poids de la dette sur l'économie. C'est un serpent qui se mord la queue. Ok, tout ça c'est super intéressant, mais quel rapport avec la nouvelle route de la soie? Est-ce que je suis en train de faire un énorme hors-sujet depuis tout à l'heure? Si on vous en parle, c'est parce qu'au cours de la dernière décennie, la Chine a soutenu sa croissance en empruntant de plus en plus, tant sur les marchés internationaux que domestiques. Elle a investi frénétiquement dans tous les secteurs d'activité. Ça a généré plusieurs bulles spéculatives qui sont sur le point d'éclater. Et aujourd'hui, les bénéfices ne suivent plus le poids des investissements. Et il s'est passé exactement la même chose avec tous les pays qui ont adhéré à la nouvelle route de la soie. Écoutez bien. Fallait lui apprendre à pêcher aux pêcheurs, pas lui payer le poisson. Dès l'annonce de son lancement, les financements pour la nouvelle route de la soie ont afflué. La Chine a investi des dizaines, sinon des centaines de milliards de dollars dans des pays qui sont aujourd'hui incapables de rembourser. Du coup, comme dans toute économie saine et équilibrée, la Chine les a renfloués pour que ces pays en difficulté parviennent à rembourser au moins les intérêts sur la dette, histoire d'entretenir le mirage du miracle économique. Une seule faillite et c'est la confiance des marchés qui s'effondre. Et avec le rêve de la nouvelle route de la soie. Des chercheurs d'Aid Data, de la Banque mondiale, de la Harvard Kennedy School et du Kiel Institute for the World Economy ont estimé qu'entre 2019 et 2021, la Chine a dû renflouer près de 100 milliards de dollars de dettes. Au total, depuis 2013, on parle de plus de 200 milliards de dollars de renflouement accordés à des pays comme l'Angola, le Pakistan, le Venezuela, le Sri Lanka ou le Soudan. C'est dommage en plus parce qu'à la base, ces fonds devaient permettre de construire des infrastructures. Mais dans des pays comme ceux qu'on vient de vous citer, l'argent est gaspillé en pots de vin et en dépassement de coûts à cause des environnements politico-économiques instables qui bloquent les projets. Au final, ce sont les élites politiques qui se sont enrichies. Et on parle pas d'un ou de deux cas. 35% du portefeuille des projets d'infrastructure de la ceinture et la route ont rencontré de graves problèmes de mise en œuvre, notamment des scandales de corruption, des violations du droit de travail, des risques environnementaux et des manifestations publiques. Aid Data, Banking on the Belt and Road, Insights from a new global dataset of 30,427 Chinese development projects. Ça n'augure rien de bon pour la BRI. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités financières. C'est la première fois depuis le début du XXIe siècle que la Chine connaît un ralentissement économique brutal. Les bulles spéculatives qu'elle a créées ou auxquelles elle a contribué sont sur le point d'éclater. Mais la conclusion de l'étude qu'on vient tout juste de citer, elle est très étonnante. D'après Aid Data, la crise que la Chine affronte actuellement pourrait faire partie de son processus de maturation économique et résulterait de sa compétition avec les États-Unis. Voilà ce que dit exactement l'étude. Nous observons un parallèle historique avec les États-Unis à l'époque où ceux-ci ont commencé leur ascension en tant que puissance financière mondiale, en particulier dans les années 1930 et après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont utilisé le US Exim Bank, le US Exchange Stabilization Fund et la Fed pour accorder des fonds de sauvetage aux pays ayant des dettes importantes envers les banques et les exportateurs états-uniens. Au fil du temps, ces activités états-uniennes ad hoc sont devenues un système fiable de gestion de crise mondiale. En gros, la Chine serait donc dans une dynamique d'apprentissage de la gestion de crise financière. Pour les résoudre, elle serait en mesure de développer des mécanismes financiers adaptés. Un véritable atout pour la Chine qui parviendrait alors à rééquilibrer ses finances et ses liens commerciaux avec les pays surendettés membres de la BRI. Alors d'accord, il y a plein de différences avec les USA, à commencer par le fait qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'économie états-unienne était en plein essor alors que celle de la Chine est déjà sur une pente descendante. Ensuite, le régime communiste chinois est beaucoup plus autoritaire. Ça veut pas dire que les USA font plus de cadeaux à ses partenaires commerciaux, mais a priori, l'état de droit et le respect des institutions internationales l'emportera. On peut pas en dire autant en Chine et chez ses partenaires autoritaires. Bon, après, faut relativiser quand on parle d'échec de la nouvelle route de la soie. Déjà, on observe ces 3 dernières années que la Chine exporte de plus en plus vers les pays du Sud, au point de dépasser les exportations vers les pays membres de l'OCDE. Et c'est vrai que certains des pays qui bénéficient du boom du commerce avec la Chine ne font pas partie de la nouvelle route de la soie.
soie. Donc si on prend du recul et qu'on accepte l'idée que la nouvelle route de la soie, c'est juste du packaging pour formaliser des échanges commerciaux sans la composante politique, alors on peut nuancer la notion d'échec et plutôt parler de repriorisation des objectifs commerciaux de la Chine. Bref, quoi qu'on en dise, la vérité c'est que la nouvelle route de la soie en tant que telle est devenue un véritable casse-tête financier pour Xi Jinping et sa clique. Maintenant, à ton tour, est-ce que la Chine parviendra à surmonter ces obstacles et à créer un nouvel ordre économique mondial? Est-ce que le PCC fait fausse route et ferait-il mieux de se caler sur l'approche plus conventionnelle de la Banque mondiale et du FMI? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que tu as appris des trucs avec cette vidéo et si c'est le cas, fais-la tourner, like et partage, xie xie et mamanzhou, ça veut dire merci et bonne route en mandarin.